Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le Club de la Presse. Tout est clair. Fin des municipales et régionales. Les résultats sont disponibles. Les duels, les grandes zones attendues, l'ambiance et l'après-élection, on en parle. On ira également au Gabon. Le nouvel homme fort a prêté serment. Et après, pour parler de tous ces sujets, on a le plaisir de recevoir nos consultants de ce soir, Lansine Bakayoko. Bonsoir, bienvenue. Et juste après Lansine Bakayoko, un journaliste, éditorialiste, Félix Boni, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. On reçoit également Dr Bangali, enseignant-chercheur. Bonsoir, docteur. Bonsoir également à Ambroise Tiettier, qui est journaliste, éditorialiste. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans le Club de la Presse. Les élections municipales et régionales, c'était le 2 septembre dernier. Les partis politiques font le point après les résultats. Ils étaient tous de la compétition. Des commentaires avec David Soyo. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, les principaux partis politiques ont présenté des candidats aux élections municipales et régionales du 2 septembre dernier. Leur participation a permis de jauger les forces et faiblesses de ces formations politiques sur le terrain. Le RHDP s'est taillé la part du lion. Le parti au pouvoir caracole en tête du classement avec 123 sièges glanés au municipal et 25 au régional. Les indépendants se sont illustrés de fort belle manière en se positionnant au second rang. Ils ont obtenu 41 places au municipal et 1 au régional. Le PDCI-RDA se classe 3e dans ce scrutin. Le plus vieux parti de Côte d'Ivoire a remporté 22 sièges au municipal et 3 au régional. La coalition PDCI-PPACI termine au pied du podium avec 10 sièges au municipal et 1 au régional. Absent du jeu politique en 2018, le PPACI se classe 5e avec 2 sièges au municipal et 0 au régional. L'URD, l'Union républicaine pour la démocratie, inscrit aussi son nom dans ce scrutin avec 1 siège obtenu au municipal et 0 au régional. Le plus grand perdant de ces élections, c'est le FPI, avec 0 siège au municipal comme au régional. Avec un taux de participation de 44,61% au régional et 36,18% au municipal, un taux presque similaire à celui de 2018 qui était de 46,36% pour les régionales et de 36,20% pour les municipales. Dans l'ensemble, les observateurs qualifient ces élections couplées de réussite. Pour rappel, la Commission électorale indépendante a annoncé la reprise des élections dans la région du Guémon et dans la commune de Kouibli, en raison des violences ayant émaillé le scrutin dans cette partie du pays. Les résultats de la commune de Sarala sont également attendus. Alors, messieurs, maintenant que les résultats sont connus, quels sont vos commentaires? D'abord, de façon globale, Dr Bangali. De façon globale, je pense que le RHDP se renforce en tant que parti, le premier parti le plus représentatif en Côte d'Ivoire. Je pense que dans le contexte des élections locales, municipales notamment, ce n'est pas une nouveauté. Parce que déjà en 2001, lorsque le président Laurent Gbagbo était lui-même encore au pouvoir, je me rappelle que pour ces municipales, elles avaient été remportées par le RDR de l'époque, donc ce qui a constitué après le noyau dur du RHDP. La première explication est socio-historique. Parce qu'en Côte d'Ivoire, je l'avais déjà dit par le passé sur un plateau, il y a une hyper-concentration des communes dans ce qui représente aujourd'hui le bastion imprégnable de l'ancien RDR, donc aujourd'hui du RHDP. De sorte que quand on parle de municipal, on part déjà avec un avantage numérique pour le parti au pouvoir. Ce qui est réellement une surprise, c'est le fait que le RHDP ait fait une percée assez notable dans le Béquet, mais aussi dans les bastions de l'ouest et du sud du PPACI en présence de ses cadres et son leader historique. Je pense que c'est surtout ça la nouveauté. Sinon que le RHDP sorte avec une telle posture glorieuse n'est pas tellement ce qui surprend, mais c'est l'ampleur, la dimension de sa victoire et le fait que symboliquement cette victoire-là se déroule en présence de Laurent Gbagbo et des cadres du PPACI. Ambroise Tiettier. Je partage pour partie le dernier développement de son raisonnement, de dire que la grande surprise dans cette élection-là, c'est
la déculottée qu'a subi le PPACI. Moi, vraiment, je ne m'y attendais pas pour ce qui me concerne. Je pensais qu'avec la présence du président Laurent Gbagbo, ce parti-là aurait tiré son épingle du jeu. Or là, c'est tout le contraire. S'il faut parler des raisons, si on peut y aller, moi je peux me hasarder à donner les raisons de cette débâcle qui finalement ne surprend guère. Parce qu'on constate que le PPACI, qui regroupe pour l'essentiel ce qu'on appelle les GOR, qui sont babouriens, ça veut dire les extrémistes de l'ancien FPI, n'ont pas changé de langage. Ils sont restés dans leur posture. C'est comme s'ils n'avaient tiré aucune leçon de la crise post-électorale. Et ça, je pense que pour les populations, cela démontre qu'ils ont encore des efforts à faire pour comprendre que la société ivoirienne a évolué et que le discours sur les origines, on l'a vu avec Stéphane Kipré dans le Haut-Sassandra, qui demandait où était le village du ministre Mamadou Touré. C'était anachronique. Hein. C'est un langage qui ne peut plus prospérer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où on va revenir encore aux origines des gens, alors qu'on parle de développement, les populations savent du développement, on parle de l'électricité, d'eau potable. Vous en êtes encore aux origines des gens. Bon, voilà, je crois que ce résultat-là, c'est comme si les populations sifflaient la fin de la récréation vis-à-vis du PPACI, que non, on n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça. Donc, je crois que la leçon qu'il faut tirer de tout ça, c'est que il faut que les gens d'en face, je vais parler du PPACI, comprennent que la Côte d'Ivoire a évolué et qu'aujourd'hui, il faut tenir notre langage, il faut tenir nos discours, et c'est à cela qu'il faut les appeler, que tout a évolué en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle de développement, comme je l'ai dit tantôt, on parle de progrès, on parle de beaucoup de choses, sauf des origines des Ivoiriens, des origines, on va dire, ouais, lui n'est pas Ivoirien, celui-là, il est Ivoirien, celui-là, sa maman est non, ce n'est plus ça. Donc, je crois que c'est la première leçon qu'il faut tirer, c'est cela, qu'il faut que le langage change, il faut que les gens comprennent que les Ivoiriens sont passés à autre chose, il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, on parle de développement. C'est sur cela qu'il faut mettre le curseur au lieu de parler des origines des gens. Donc, je crois que c'est la première leçon qu'il faut tirer de cette élection-là. Voilà. Félix Boni, c'est votre avis? C'est mon avis. Et ma première leçon, c'est d'abord saluer les Ivoiriens qui ont pu aller à ces élections de façon très calme. Alors, d'aucuns prédisaient le chaos. Il n'y a pas eu de chaos. C'est vrai qu'il y a quelques échauffourées par endroits. Mais ce n'est vraiment pas grand-chose par rapport à ce qui était prédit. Je crois qu'il faut saluer les Ivoiriens pour cette maturité à aller aux élections sans forcément s'entre-déchirer, s'entre-tuer. Il n'y a pas eu de blessés nulle part, ni de morts. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, comme les autres, je souligne l'ancrage national du RHDP qui, de plus en plus, progresse au niveau national. Et ça, c'est très important. Quoique le RHDP ait maîtrisé déjà ses bastions, même si un parti qu'on n'a pas cité dans le reportage, l'URD de Daniel Boni-Claverie, est quand même pu ravir un siège à Séidougou, là où on ne s'y attendait vraiment pas du tout. Alors, comment expliquer ça aussi en termes d'explication? Moi, je note que le taux de participation est à 36% et que quand on regarde la population électorale, on est à 5 300 000 électeurs au niveau des élections municipales. C'est moins de près de 1 million 930 000 personnes qui ont pu voter à ces élections. C'est pareil également au régional. Pour 5 400 000, on a pratiquement une population électorale de votants de 2 400 000. Alors, le RHDP a pu mobiliser, en tant que parti au pouvoir, ses électeurs pour aller voter. Ces électeurs ont voté et ça a permis au RHDP de s'imposer. Par contre, qu'en est-il des adversaires du RHDP? Aujourd'hui, quand vous regardez le PPACI, c'est l'ancien FPI qui a explosé, Afingesson qui a pu, au départ, présenter des candidats sur l'ensemble du territoire et qui finalement a dû être candidat dans certaines localités qui n'a pu avoir aucun électeur ni au régional ni au local, municipal. Le PPACI qui vient d'arriver, qui pour l'instant ne donne pas véritablement de repères par rapport à ses ex-électeurs. Et quand vous voyez ce taux d'abstention de près de 75% d'abstention, peut-être se trouvera-t-il des électeurs du PPACI dans cet électorat. Toujours est-il que
ces partis d'opposition ne donnent pas encore à rêver à leurs militants et n'ont pas réussi encore à mobiliser leurs électeurs pour aller à ces élections. Et le RADP qui a pu mobiliser, étant le parti au pouvoir qui a pu mobiliser, s'est imposé. Et c'est de bonne guerre pour cette formation politique parce que avoir des communes, c'est déjà des prémices pour les présidentielles à venir. Et la transition vers 2025 a commencé déjà pour le RADP. Lansini Bakayoko. Moi, j'observe que la rhétorique développée par le PPACI, la rhétorique identitaire ne passe plus, et encore moins le message politique qui sous-tend cette rhétorique identitaire. Ça, c'est le premier message que moi je retiens de ces élections. Le deuxième message, c'est l'ancrage territorial et la domination quasi territoriale, j'allais me répéter, du RHDP, qui a réussi quand même à glaner des lauriers un peu partout sur l'ensemble du territoire. Mais moi, ma plus grosse observation, c'est la posture du PPACI. Je pense que le PPACI doit continuer d'exister parce que sa présence anime, participe de la vitalité de l'échiquier politique national. C'est pour ça que je suis un peu gêné du déni de l'évidence du PPACI. Parce qu'en réalité, c'est une déroute, c'est une débâcle purement électorale. Donc, le fait d'invoquer les questions de fraude et de magouille au sein, dans les différentes régions, moi, cet argument me paraît spécieux. Mais j'espère que c'est une posture politicienne et qu'en interne, ils vont vraiment analyser, faire un nouveau diagnostic de la situation réelle du PPACI. Parce que, voyez-vous, dans nos Djedje, 38% au régional La Gagnois, Léon Monnet, 41% dans la Mé, Hubert Oulaye, 30%, et Damana Picasse, 19%. Or, ce sont des régions qui sont réputées être le socle granitique du PPACI, en tout cas de l'ancien FPI. Mais vous voyez aujourd'hui qu'ils ont reculé dans tous ces bastions. Ça veut dire que les populations ne sont plus dans la dynamique identitaire. Ils sont plutôt dans une dynamique de développement. C'est-à-dire qu'ils veulent du développement. Et le RHDP, je ne dis pas que le RHDP apporte nécessairement le développement, mais en tout cas, dans la rhétorique des campagnes, le RHDP a proposé du développement, a proposé des routes, a proposé des infrastructures hydrauliques, des infrastructures sanitaires et des infrastructures scolaires. Au contraire du PPACI qui, lui, est resté dans une posture un peu souverainiste, mais moi j'allais dire un peu nationaliste. Et donc je pense que le PPACI devrait pouvoir tirer les leçons de sa défaite et ne pas chercher d'arguments aériens de nature à minimiser l'impact de leur défaite. Par ailleurs, je termine par là, il faut dire que c'est, si vous voulez, le recul de la gauche ivoirienne. La gauche ivoirienne est complètement en déclin. Je pense que le professeur Kwao l'a dit, ça a soulevé l'ire du PPACI, mais en réalité, c'est la débâcle de la gauche ivoirienne. Mais pas seulement de la gauche ivoirienne, partout, un peu partout dans le monde, la gauche est en recul flagrante. Quand tu prends la France, le PS n'existe quasiment plus. Et quand tu prends d'autres démocraties comme en Italie, comme aux États-Unis, même au Canada, il y a que la gauche ne fait plus rêver. Et même la Chine, qui est la vraie gauche, c'est-à-dire le parti communiste où tout appartient à l'État, vous voyez qu'il y a du capitalisme qui est en train de s'opérer à grande ampleur. Les plus grands milliardaires sont aujourd'hui des Chinois. Ça veut dire que la Chine même, qui est le promoteur de la gauche, le promoteur du socialisme, aujourd'hui, du communisme, du socialisme, c'est la même chose. Aujourd'hui, la Chine même a fait une rupture à 180 degrés pour aller vers le capitalisme. Donc, ça prouve que le PPACI doit se réinventer, doit repenser sa politique afin d'attirer des électeurs. D'accord, justement, puisqu'on tire là maintenant les leçons, des grands sont tombés, ceux qu'on n'attendait pas aussi sont montés. Docteur Bangali, je prends juste le cas de Afin-Guessan dans le Moronou. Qu'est-ce qui peut expliquer justement cette défaite? Je pense qu'il y a eu une sorte de mauvais signal qui ont été envoyés par le parti politique d'Afin-Guessan, mais aussi les leaders du PPACI, de par, disons, leur prise de position sur un certain nombre de sujets. Vous voyez, quand le président, pour commencer par le plus illustre d'entre eux, le président Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, disons que pendant 10 ans, il a été attendu comme
On a construit un mythe messianique autour de sa personne. Donc il vient libérateur, il est le véritable, pour ses partisans, en tout cas le véritable vainqueur des présidentielles de 2010. Donc le président qui est en exercice est le président légal, mais le président légitime, c'est celui qui vient. Donc on a construit tout un mythe autour de sa personne. Et il avait l'obligation, au nom de, par respect pour ce mythe-là, quand il arrive, de rassembler les gauches, parce que les gauches ont toujours été antagonistes. Ils se sont construits sur le principe de front. Donc quand on parle de front, au niveau de la gauche, ça veut dire qu'il y a plusieurs courants qui ont une certaine autonomie, une certaine indépendance, mais qui se fédèrent pour porter un mouvement populaire. C'est ça le principe de la gauche. Mais comment est-ce que le président Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, lui qui sait ce que c'est que la gauche, il trouve une gauche émiettée, et au lieu de faire l'effort de rassembler les différents courants opposés, il décide de prendre une partie, l'aile dure, et de continuer avec cette aile-là. Donc je pense que finalement, il y a eu une sorte d'auto-sabotage d'un mythe qui avait été construit, qui devait servir de propulseur, je dirais, à sa réintroduction sur la scène politique. Donc je pense que ça envoyait un message de démobilisation à la base. Quand on s'est dit que pendant 10 ans, des gens ont mis leur vie en pause, souvent leur carrière politique en pause pour boycotter, parce qu'on attendait le grand chef. Et le grand chef arrive finalement, il prend des postures en quelque sorte, si vous voulez, valider, d'acter la division, d'acter l'émiettement. Finalement, aujourd'hui, on s'est retrouvé pendant ces élections-là avec même des responsables de candidats PPACI dans certains bureaux de vote qui complètement ont retourné leur veste au profit de leur adversaire parce qu'ils ont refusé de rendre les PV des séances de vote à leurs candidats PPACI. Alors après, on a fait des vidéos pour dire qu'ils ont été soudoyés, mais je pense que pour qu'on en arrive là, il faut quand même un minimum de niveau de démobilisation de la base. C'est la même chose pour les FPI. Quand vous avez été engagé pendant toute la période d'absence du président Laurent Gbagbo, était l'opposant d'Alassane Ouattara, et que vous avez tenu des propos le traitant aller jusqu'à le traiter de Hitler ivoirien, et que finalement, parce que le conflit qui était né à l'intérieur de votre courant a été mal géré par votre leader principal, vous retournez votre veste pour aller embrasser celui que hier vous avez traité de tous les noms, finalement ça envoie un mauvais signal. Les gens se rendent compte qu'en fait, avec cette gauche-là, en tout cas dans cet état-là, il n'y a pas de perspective d'avenir. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous êtes dans un courant politique et vous ne voyez pas, l'avenir est sombre, vous dites, mais pour aller voter déjà, il faut avoir de la force, se lever, aller au bureau de vote, faire un rang et attendre. Pourquoi on fait tous ces efforts? Quand on regarde, il n'y a pas d'avenir, donc mieux vaut soit rester chez moi à la maison parce que de toute façon, il n'y a pas d'avenir, donc ça n'a rien changé. Et deuxième chose, c'est que ceux qui sont devant ne nous donnent pas l'envie de continuer dans le principe de se sacrifier pour une cause commune. Donc désormais, chacun, c'est un peu comme un navire qui est en naufrage, c'est une sorte de sauve qui peut, chacun lutte pour sa tête. Et donc, le vote ne devient plus social, donc collectif, pour porter une cause commune, mais devient individuel et chacun fait ce qu'il arrange selon ses intérêts. Si ce qui m'arrange, c'est de rester tranquillement chez moi, dormir, profiter de mon samedi, je reste chez moi. Si ce qui m'arrange, c'est le fait de basculer dans un parti adverse. Donc, bref, ils sont dans une sorte de situation où, de par les mauvais signaux qu'ils ont envoyés à leur base, il y a une démobilisation. Parce que tout ce qui arrive, la politique, elle est pyramidale. Tout ce qui arrive au sommet se répercute forcément sur la base. Ouais. Ambroise Thietier, justement, finalement, la question du partenariat avec le RHDP, est-ce que on peut dire que c'est mis en cause? Oui, forcément. Puisque le FPI ne représentant plus rien, moi, je les plains finalement. Ils sont à plaindre. Ils s'unissent avec le plus grand parti, espérant peut-être être tirés vers le haut par ce parti, et ils retombent comme un sac de riz vide, si je puis me permettre l'expression. Donc, je ne sais pas où... Finalement, le FPI est livré à lui-même désormais. Je ne sais pas comment le RHDP peut composer avec un parti qui n'a aucun représentant, ni au régional, ni au municipal. Ça va être difficile pour eux pour accrocher encore le RHDP. J'ai bien peur que l'avenir ne soit sombre pour le FPI désormais. Et je voudrais renchérir sur ce que le docteur a dit pour dire le premier responsable de cette situation, c'est le président Laurent Gbagbo. Il faut bien le reconnaître. C'est lui qui est la cause principale de cette débat du PPACI et partant du FPI. Parce qu'il n'avait que... Quand il est arrivé le 17 juin 2021, il n'avait pas mis l'option. Raisonnablement, il n'avait pas mis l'option. Il n'avait qu'à rassembler sa famille et pour repartir à l'assaut. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il a plutôt accentué la division, comme il a dit,
et je renchéris la position. C'est lui le responsable de tout ça. Ce qui a fait que le FPI, aussi bien le FPI qu'aujourd'hui le PPACI, ils n'ont même plus de visibilité. Ils n'ont plus de visibilité. Puis celui qui comptait, il a créé un parti à sa mesure, sur mesure, à sa mesure. C'est un parti qui a sa dévotion, le PPACI, qui ne vaut que par lui désormais, hein, qui ne vaut que par Laurent Gbagbo. D'ailleurs, là-bas, il est déifié. Hein, il est déifié, donc je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Justement, c'est la question. Alors, comment s'en sortir et évidemment, en revenant sur le cas du Moronou, Félix, que vous connaissez bien, cette région, cette perte de Pascal Affi-N'Guessan, honnêtement, est-ce que c'était possible? Est-ce que c'était visible à l'avance? En tout cas, c'était prévisible parce que, comme Dr Bangali l'a souligné tantôt, quand vous donnez l'impression de faire la politique non pas pour servir le collectif, mais pour ses seuls intérêts, c'est-à-dire du jour au lendemain, on bascule dans un camp ou dans l'autre selon ses seuls calculs personnels. Alors les populations qui vous suivent, elles finissent par vous abandonner. Et c'est ce qui a dû arriver dans le Moronou. Mais également, il y a eu aussi du péril dans le partenariat politique avec le RADP. D'autant plus que le RADP a dû abandonner les régionales pour permettre à Affi-N'Guessan d'être le candidat du partenariat. Et Affi-N'Guessan qui n'avait pas de candidat dans la commune de Bongouanou et dans la commune d'Ara pour permettre au RADP éventuellement de ratisser au niveau municipal, qui finalement a dû avoir des candidats au dernier moment et s'est fait abandonner par les électeurs du RADP et finalement face au PPACI et au PDCI mis ensemble avec Mme Véronique Amblan, elle a dû passer malgré le bon bilan, parce qu'Affi-N'Guessan a quand même sorti avec un bilan où il a eu d'énormes réalisations sur l'ensemble de la région du Moronou. Mais ce tango politique qui a voulu que Affi-N'Guessan tienne certains discours, comme le Dr Bangali l'a dit tantôt, attend le porte-parole du CNT, on sait que c'est lui qui a porté la parole de l'opposition à cette époque, et on sait que cette parole de l'opposition a créé des dégâts dans le Moronou. N'oubliez pas les morts de Mbato. Et tous ces faits sont encore vivaces dans les esprits des populations qui l'ont sanctionné avec seulement 37 et quelques % de voix de suffrage recueillis contre plus de 62%, 61% pour son adversaire. Pour un candidat sortant, un président sortant qui a un bilan, comme je l'ai dit, positif, je crois que ces faits à lui-même l'ont prédestiné à ce résultat. Malheureusement pour lui, le FPI n'a pu rien récolter. Il ne reste que sa toge de député pour pouvoir plaider pour son parti à l'Assemblée nationale. Et l'avenir se dessine avec un peu plus de difficultés pour son parti. Mais justement, puisque vous parlez d'avenir, l'enseignant Bakayoko, est-ce qu'il a encore des marges de manœuvre? Oui, moi je pense que mes co-panélistes sont relativement sévères avec Affi-N'Guessan. Parce qu'au moment où Affi-N'Guessan nouait son partenariat avec le RHDP, Affi-N'Guessan était en train d'être isolé par ses partenaires traditionnels que sont le PDCI et les autres partis. Puisque avec l'avènement du PPACI, Affi-N'Guessan, qui était dans une sorte de partenariat stratégique avec le PDCI-RDA, n'a pas été accepté par le PPACI. Le PPACI a posé comme condition l'exclusion du PPACI et du FPI de cette nouvelle alliance, et le PDCI qui a jugé que le PPACI était un peu plus lourd. En tout cas, avant les élections législatives, on pensait que le PPACI était lourd. Ce n'est pas le cas au moment où on parle. Mais le PDCI a dû choisir le plus lourd, puisque nous sommes en réalité à la conquête. On a la conquête des voix. Mais au décompte final, Affi-N'Guessan a joué une sorte de loterie, mais il a perdu. Mais je pense qu'il ne faut pas être trop sévère vis-à-vis de Affi-N'Guessan, puisque son parti avait connu un peu plus de saignée. Et puis, la campagne de diabolisation dont il avait été victime n'a pas permis à Affi-N'Guessan de garder son aura d'antan. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'avenir pour Affi-N'Guessan, c'est quoi? Il n'a pas d'autre option que d'adhérer avec les deux pieds et les deux bras au RHDP. Il n'a pas d'autre option. Parce que sur le plan politique, il n'existe pas. Il n'existe pas. Et s'il adhère au PDCI, au RHDP qui est au pouvoir, avec la solidarité gouvernementale, il pourra, après son intégration, bénéficier de strapontin ou bien de postes relativement importants au niveau du RHDP. Donc je pense, si j'étais en tout cas conseiller d'Affi-N'Guessan, je lui demanderais de se jeter à bras raccourcis dans le camp du RHDP aujourd'hui. D'accord. Alors, on a parlé du PPACI, on a parlé du FPI. Il reste le PDCI-RDA. Est-ce qu'on peut dire que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire s'en sort bien? Oui, je pense que le PDCI a résisté
à la vague orange, en tout cas de manière valable, parce qu'en dehors du Béquet, la région du Béquet qui bascule au niveau des régionales dans le camp du RHDP, dans l'ensemble, ils ont certainement perdu beaucoup de communes parce que si on fait une comparaison de leur bilan de 2023 par rapport à 2018, le PDCI a perdu l'équivalent de 28 mairies. 28 mairies. Mais je pense que dans l'ensemble, si on doit faire une analyse globale, disons que le PDCI, comme tous les partis politiques, a ce qu'on appelle un électorat captif. Parce que la plupart des partis politiques se sont construits sur une base régionaliste à l'origine. Donc même s'ils ont des emprises au niveau national, mais ils ont un électorat captif qui est aligné sur un segment de la population. Et dans le cas du PDCI, c'est, bon, par abus de langage, on parle du vieux baoulé, mais c'est surtout la population rurale du vieux baoulé. De sorte que là où les régions, vous voyez, disons qu'il y a des grandes métropoles urbaines, ça a été le cas à Bouaké notamment, parce que le vote de la population électorale de Bouaké, associé avec celle de la ruralité autour, a fait basculer la région en faveur du RHDP. Mais dans les autres grandes régions où, quand vous faites le rapport, l'équilibre démographique entre la ruralité et les principaux centres urbains, là où la ruralité domine essentiellement, le PDCI a gardé ses positions. C'est le cas notamment du Bélier, parce que c'est de ça que le président du Sénat a été victime, parce que ce sont des régions qui ne sont pas aussi urbanisées que le Béquet. Et donc, il y a une certaine frange de la population aujourd'hui qui n'écoute même pas ce que vous avez à dire. Vous venez au nom de qui? C'est ce qu'on vous demande. Si vous ne venez pas au nom de Bédier, Doufo, Boigny, ce n'est même pas la peine. Et je pense que c'est essentiellement dans ces communes rurales, ou en tout cas cette frange de son électorat captif assez rural, que le PDCI a réussi à garder. Et je pense que c'est une très bonne base. Mais au-delà de cela, le PDCI a quand même réussi à arracher 4 communes stratégiques d'Abidjan. Abidjan qui représente le tiers du corps électoral national. Donc quand ils arrivent à arracher pratiquement la moitié de l'électorat quand même des communes stratégiques d'Abidjan... Ils n'ont pas arraché, ils ont gardé. Ils ont gardé leur commune, ils n'ont pas arraché. Nuance. Non, ils ont pu conserver. Quand votre mandat arrive à échéance, disons qu'on remet la balle au centre. Bien sûr. Voilà, donc il y a une compétition et donc si vous voulez, ils ont pu conserver pratiquement la moitié de l'électorat d'Abidjan, en tout cas au niveau des communes. Cela signale clairement que le départ, l'absence du président Bédier n'a pas été pour autant, je dirais, un facteur déclencheur de l'écroulement du parti. D'accord. Mais le parti tient sur ses fondements, sur ses bases et il résiste bien. D'accord. Alors, messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur la question. On va sortir du pays et aller au Gabon. La prestation de serment donc, du chef de l'État, Obiang, a eu lieu le lundi dernier. David Soyo va revenir sur quelques éléments et on se retrouve. Après sa prestation de serment, le nouvel homme fort du Gabon passe à la vitesse supérieure. Le général Brice Oligui Nguema nomme un premier ministre pour conduire à bon port son gouvernement de transition qu'il veut hétéroclite. Raymond Ndong Sima, premier ministre gabonais fraîchement nommé, annonce la composition du nouveau gouvernement du pays. Il est composé d'anciens opposants et d'ex-ministres du président déchu, de militaires, d'acteurs de la société civile, mais sans les principaux ténors de l'ex-opposition à l'élection présidentielle. Ce gouvernement de 26 membres intervient 2 jours après la désignation de Raymond Ndong Sima, 68 ans. Il avait déjà été Premier ministre sous la présidence d'Ali Bongo de 2012 à 2014, avant d'être éloigné du pouvoir pour mauvaise gouvernance. Selon la charte de transition, aucun membre de ce gouvernement temporaire ne pourra se présenter à la prochaine élection présidentielle. Mais aucune disposition n'interdit par contre au président de transition, le général Brice Oligui Nguema, d'y participer. Quant à l'ex-président renversé, Ali Bongo Ondimba, il est désormais libre de ses mouvements. Sa remise en liberté est intervenue après une médiation menée par l'émissaire centrafricain de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Faustin Archange Touadéra. Cette remise en liberté suscite de vives réactions chez la population et au sein de la classe politique gabonaise. Alors, monsieur, le général Oligui a pris le pouvoir, puisqu'il a prêté serment le lundi dernier. Mais depuis le coup d'État, l'ancien Bakayoko, les choses sont quand même allées très vite. En réalité, il ne s'agit pas d'un coup d'État, il s'agit d'une révolution des palais. Et je considère que s'il y a coup d'État, le coup d'État n'est pas contre Ali Bongo, le coup d'État est contre Albert Ondoosa, s'il y a effectivement coup d'État. Mais je pense que c'est une révolution des palais parce que, voyez-vous,
C'est la première fois que je vois au monde qu'après un coup d'État, il y a des passations de charges entre les sortants et les entrants. Vous avez vu que le Premier ministre Bédi Binzé a fait une passation de charges avec Raymond Ndongsima. Vous avez vu que le maire de Libreville a fait une passation de charges à un militaire, le général Odong, qui lui est maintenant à la délégation spéciale de Libreville. Vous avez vu qu'au niveau du Conseil constitutionnel, Madeleine Moronsou a fait une passation de charges avec son successeur. Vraiment, ça c'est une curiosité gabonaise. Et en fin de compte, je pense que c'est du recyclage. En tout cas, c'est du bongo sans bongo. Donc, vous voyez, même au niveau de la formation du gouvernement qui a eu lieu hier, vous avez vu il y a des gens même qui étaient dans le gouvernement d'Ali Bongo qui figurent dans l'effectif des 26 ministres de Raymond Ndongsima. Vous avez vu des gens qui étaient complètement vomis par la population, qui aujourd'hui font figure, en tout cas, des portefeuilles les plus importants dans le gouvernement. Je pense par exemple au ministre des Mines, Marcel Abeke, ou au ministre du Pétrole, Hervé Patrick Opianga, qui est au gouvernement. Nous avons même l'important portefeuille du ministère de l'Éducation nationale, qui revient à Camélia Imongol, qui est au pouvoir. Donc je pense que c'est une sorte de recyclage du système Bongo. Mais qui sommes-nous? Si les Gabonais s'en accommodent, je ne vois pas, nous ne pouvons pas être plus royalistes que le roi. Mais en réalité, parce que tout ce qu'on reproche au système Bongo, c'était par exemple la répression qui a suivi les élections de 2009 et la répression qui a suivi les élections de 2016. Mais cette répression a été effectuée par qui? C'est justement le général Oligui, Brice Clotaire Oligui, qui était le fer de lance, qui était la figure de cette répression, accompagné du colonel, encore un autre, Opianga. Donc je veux dire, ce gouvernement, en tout cas ce coup d'État, est une exception mondiale, mais le Gabon, c'est aujourd'hui, je pense que c'est un autre laboratoire. Eux-mêmes le disent que ce n'est pas un coup d'État comme les autres, et moi je pense qu'ils ont raison, parce qu'aujourd'hui c'est les mêmes gens qui sont aujourd'hui là. Et puis bon, je regrette qu'un gouvernement de 26 personnes pour un petit pays comme le Gabon, dans une situation transitoire, je trouve cela quand même excessif. Mais comme je l'ai dit, le Gabon va continuer d'étonner le monde, et en premier, moi-même. Félix Boni. Je souscris effectivement à ce que Bakayoko vient de dire. Effectivement, si coup d'État il y a, c'est un coup d'État contre l'opposant qui semblait avoir gagné les élections. Albert Ndossa qui semblait avoir gagné les élections, d'autant plus que les élections étant terminées, on a attendu 4 jours après lorsque le résultat est proclamé en faveur du président sortant, et systématiquement le coup d'État intervient comme si tous ces 4 jours ont servi pour préparer ce scénario. Et je vois un Gabon qui repart qui veut refaire du neuf avec du vieux, c'est-à-dire que ce sont les mêmes acteurs qui se sont mués en d'autres nouveaux acteurs qui reviennent. Le gouvernement formé est composé, comme Bakayoko l'a souligné tantôt, d'anciens du régime Ali Bongo, qui occupent des portefeuilles clés. Effectivement, l'opposition, le Premier ministre, qui est devenu aujourd'hui un opposant... Si le chef de l'État lui-même vient du système. Oui, le chef de... Bon, mais justement, c'est pourquoi on parle de coup d'État, c'est-à-dire c'est le système qui continue. C'est-à-dire, à défaut de laisser le pouvoir à l'opposant qui avait gagné les élections, qui allait véritablement appliquer son programme, tout changer tout ce qui avait prévalu auparavant, on redonne le pouvoir à un cousin, et les mots sont bien pesés, à un cousin, qui va faire du saupoudrage et qui prendra des décisions, fait semblant d'être un homme de rigueur, un homme du changement, un homme de la réforme, mais qui à la vérité va conduire le système pendant encore quelques années. Peut-être même que celui qui sortira encore de ces élections d'ici 2 ou 3 ans, parce qu'il n'a pas encore donné de terme à sa transition, sortira toujours encore du système Bongo. Toujours est-il qu'il faut noter que ce n'est vraiment pas un coup d'État à la régulière comme on en a connu. Il n'y en a pas de coup d'État régulier, mais quand un coup d'État classique comme on en a connu, un coup d'État vraiment particulier, eux-mêmes le disent, c'est un coup d'État sans effusion de sang, un coup d'État où il n'y a pas de résistance, où il n'y a pas de coup de feu. J'ai l'impression que c'est plutôt pas un coup d'État, c'est plutôt un pouvoir qu'on passe à l'autre pour dire, bon, continue le système et puis protège nos intérêts. La preuve en est que
une décision importante a été prise pour permettre au président Bongo d'aller se faire soigner là où il voudra. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va inquiéter les dirigeants du régime précédent. C'est vrai, il y a quelques personnes qui sont encore détenues. Ça ressemble un peu à la situation nigérienne où on en a un qui est détenu mais qui a une vie de pacha dans sa détention. Il y a des personnes détenues, mais tout ça, c'est du saupoudrage pour montrer qu'on est dans un système vraiment de coup d'État. Mais à la vérité, ce n'est pas un coup d'État. C'est le système qui va se pérenniser, qui va continuer et qui va éviter l'humiliation à Ali Bongo, qui a essayé de faire semblant de faire un appel en demandant aux gens de faire du bruit, make noise. Le make noise qui est devenu aujourd'hui... Il y a quelque chose de très important. Et rapidement, oui. Rapidement. Gabon 24, qui est une chaîne de télévision à capitaux publics, qui est installée au palais de bord de mer, c'est-à-dire au palais de Libreville, reçoit en même temps les audiences du général Oligui Nguema et les audiences d'Ali Bongo. Oui. Ah oui? Oui. Exactement. Oui. Bon, vous voyez, donc, j'ai dit, le Gabon, bon, peut-être que Oligui a été biberonné au système d'Ali Bongo, et donc il fait la même chose, mais bon, mais je pense que ça, ce sont des choses... Vous continuez de justifier, en fait, votre posture qui vous fait dire que c'est une révolution de palais. Absolument. Alors, docteur Bangali, est-ce que ce n'était pas plus simple, en fait, d'annoncer les résultats de la présidentielle? Je pense qu'il était difficile d'annoncer les résultats pour une raison très simple, c'est que généralement, le centre de gestion, la CGE, centre de gestion des élections, travaille à partir des procès-verbaux transmis par les différents bureaux de vote. Mais il se trouve que généralement, au Gabon, quand il y a des élections, les opposants ont des représentants dans toutes les circonscriptions, sauf dans le Haut-Ogooué. Et le Haut-Ogooué, c'est le bastion familial des Bongo. Et donc, généralement, la stratégie, c'est quoi? On publie les résultats qui sont conformes au vote dans les autres circonscriptions et on garde le Haut-Ogooué en dernière position. Et puis, à partir de C'est le swing state? Absolument. À partir du nombre de voix qu'il faut pour faire basculer les résultats, on attribue maintenant un contenu au vote du Haut-Ogooué. Comme ça, quand on le reverse dans les autres résultats, automatiquement, ça inverse la balance. C'est une stratégie qui est aussi vieille que le système Bongo lui-même. Parce que ça remonte au père. Mais je pense que ce qui se passe là-bas, je souscris parfaitement à l'idée d'une révolution de palais. Mais je pense qu'il y a une nuance à relever. C'est-à-dire que ce n'est pas une révolution de palais dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui vient bousculer le système Ali. Parce qu'il faut faire une nuance entre le système Bongo, le système familial, et le système Ali. Parce qu'il y a eu une guerre de succession à l'intérieur du système Bongo, j'entends pas Bongo, Bongo père, quand il est décédé en 2009, qui a opposé ce qui se considère comme Pascaline Bongo, qui est l'aîné des enfants, qui s'est toujours considérée comme une sorte de reine-mère, donc de gardienne du trône familial, et son jeune frère, qui est Ali. Alors, quand Ali arrive à s'imposer à la tête du système familial, de l'État, il commence, d'abord, le premier geste qu'il pose, c'est de neutraliser sa sœur politiquement. Ils vont lui retirer ses privilèges, aller même jusqu'à lui retirer son passeport diplomatique. Elle part même un temps en exil aux États-Unis, et quand elle revient, elle se mue dans le silence. Sa stratégie à elle, c'est de garder le silence et de commencer à récupérer les anciens compagnons de son père que l'installation du système Ali a frustré. Et justement, dans cette stratégie-là, Oligui Nguema, qui était l'aide de camp de son père, parce que les deux ont été dans le giron du père. Donc lui également, l'installation du système Ali, disons, l'a reconduit, on l'a chassé du palais, il s'est retrouvé dans une ambassade secondaire. Donc elle va commencer à réunir autour d'elle tous ces frustrés du système de son père, et c'est justement l'un de ses pions qu'au bon moment, elle va activer, parce qu'il savait que Ali Bongo a eu des élections difficiles en 2016. Il était au fait de sa puissance, il avait toutes ses aptitudes, et quand il passe par un AVC et que sa popularité diminue forcément, il sera en ballottage pendant les élections de 2023. C'était prévu. Donc, ils ont juste attendu que le moment se présente, et puis ils sortent leur pion, le joker, pour le renverser. Donc, quand vous regardez aujourd'hui ceux qui sont traqués, c'est ce qu'on appelle la Young Team. La Young Team, c'est qui? Si vous voulez, ce sont des proches de la femme d'Ali Bongo qui a profité de sa maladie, donc depuis l'AVC de 2019, et qui a positionné, que ce soit son fils Noureddine et ses copains, autour du système familial, de sorte que la famille a l'impression que le centre de gravité du pouvoir est en train de sortir au profit de Sylvia Bongo, qui, bon, est en quelque sorte membre de la famille par alliance maritale. Donc finalement, en renversant un Ali moribond qui a entraîné dans son sillage par sa faiblesse,
une sorte de ce qu'ils appellent la Young Team. C'est en le dégageant, c'est de ramener le centre de gravité dans le système Bongo au sens, je veux dire, des anciens compagnons du père Bongo. C'est ce qui s'est produit. Finalement, quand ça se passe, il y a des signes qui ne trompent pas. Le fait que l'ambassadeur de France soit reçu en audience la veille de l'investiture par le chef de la junte, parce que lui aussi, c'est le chef d'une junte, ça n'a pas dérangé l'ambassadeur de France d'être aux premières loges le jour de son investiture. Donc, on se retrouve plus dans le cas du Gabon, plus dans le cas des figures du Tchad, que plutôt dans le cas des figures du Niger ou du Mali. Alors, l'avenir proche nous dira ce qu'il en sera, parce que le président sinon le chef de la junte gabonaise n'a pas donné un signe de volonté ferme de transférer le pouvoir au civil à partir du moment où, dans la charte de la transition, il ne lui est pas interdit de se présenter, il ne lui est pas, en tout cas, il n'exprime pas clairement une limitation précise du temps de la transition. Alors, ça laisse ouvert le débat. Essentiellement, il a composé son gouvernement avec les membres de la société civile, mais pas ceux de l'opposition. Cela vaut son pesant d'or. Est-ce que l'opposition n'entre pas parce qu'ils veulent garder les chances de faire acte de candidature une fois que les élections sont organisées, ou bien est-ce qu'ils n'ont pas été laissés de côté parce qu'on ne veut pas des troubles faites? Oui. Alors, visiblement, Albert Ondo, ça parle, il crie, il interpelle, mais il semble qu'il n'est vraiment pas entendu, Ambroise. Et pour cause, le coup de ça, c'est contre lui, pas contre le fils Bongo. Il a tout dit. C'est une curiosité gabonaise. On assiste à une curiosité. Parce qu'il prend le pouvoir et dans les dispositions, les autres ne peuvent pas être candidats, mais lui, il peut l'être. Or, justement, c'est lui qui ne devait pas l'être. Donc, ça questionne. C'est un coup d'État vraiment qui fait sourire. En même temps, ça rend triste, quoi, parce qu'on n'avance pas. On n'avance pas. Il a dit, on fait du Bongo sans Bongo. Mais je crois que c'est toujours Bongo, hein. C'est toujours Bongo parce que le Oligui, il était l'aide de camp du père Bongo pendant longtemps. Il était avec lui quand il mourait en 2009 et il s'exile. Et de 2009 à 2019, il revient alors que l'autre est frappé par un AVC. Et tout commence là. Il vient, il prend les renseignements généraux, et il devient commandant de la garde républicaine. Tout ça, il est au sein du système. Donc il a dit c'est une révolution du palais. Mais une révolution du palais, et le docteur aussi l'a dit, ça oppose deux camps. Ça oppose deux camps, le camp du père et du fils. Et le Gabon, vraiment, ça va rester une curiosité pendant longtemps, parce qu'on attend de voir quand il va sortir de tout ça. Parce qu'il ne fixe aucune date, aucun terme à la transition. Il ne fixe aucun. Il est le maître des horloges. Et il fait, actuellement, il se positionne comme le grand Manitou. Mais jusqu'où ça va aller? On se demande jusqu'où ça va aller. Parce que comme souvent les coups d'État produisent des coups d'État, il faut toucher du bois. Alors, Félix Boni, on peut dire que le général s'installe. Il s'installe, il prend son temps. Il s'installe, il prend son temps. La preuve, il nomme un Premier ministre qui ne désigne pas les membres du gouvernement. La charte dit que c'est le président qui désigne les membres du gouvernement. C'est lui-même qui forme son gouvernement. C'est-à-dire qu'il prend un Premier ministre qui, soit dit en passant, serait de l'opposition, mais qui n'est pas vraiment un vrai opposant comme Albert Ondo, et qui forme un gouvernement formé par le général lui-même. On le dit tantôt, il ne dit pas s'il sera candidat ou pas. Il dit dans la charte que son mandat finit le jour de la transmission du pouvoir à un nouveau chef d'État élu. Alors le nouvel élu perd le général lui-même. Donc c'est comme si c'est un monsieur qui est venu pour s'installer tranquillement et qui avance progressivement. Alors pourquoi Albert... l'ambassadeur de France qui était en première loge, alors que Ali Bongo, lorsqu'il voulait s'adresser au monde entier, parlait en anglais, n'oublions pas que Ali Bongo avait tourné dos à la France-Afrique pour se tourner vers le Commonwealth, et donc il n'adressait pas son message aux francophones. Il adressait son message à ses amis anglophones quand il leur demande de make noise pour que, éventuellement, parce qu'il dit les gens d'ici m'ont pris. Les gens d'ici m'ont pris, faites du bruit, parce que ces gens d'ici, ils les connaissent, c'est son entourage. On parle tantôt de Pascaline Bongo et de ses liens supposés avec avec Oligui, le général Oligui. C'est tous ces gens-là qu'il est en train de dénoncer devant ses camarades pour leur dire faites du bruit pour qu'on me libère. Donc je crois que le général va s'installer et il est progressivement en train de conforter son assise. Mais l'enseignant Bakayoko, l'opposition, on ne l'entend vraiment pas assez, je pense. Oui, mais l'opposition est muselée. L'opposition est sclérosée même.
C'est vrai qu'au sein de ce gouvernement, le procès a dit qu'il n'y avait pas d'opposants, mais si, il y a quelques opposants. Par exemple, le ministre des Finances, Maïm aussi, est un opposant, en tout cas un opposant farouche au système de Bongo. Mais je suis d'accord qu'il s'agit d'une bataille des clans. Parce que vous savez que Jean Ping, même qui avait été en compétition en 2016 avec Ali Bongo, est l'ex-époux de Pascaline Bongo, avec qui elle a eu des enfants. Donc la rivalité intrafamiliale, elle est flagrante. Mais moi, je pense que le changement, ce qui a changé, c'est que les clivages ethno-ethniques qui sont au Gabon ont peut-être bougé un tout petit peu. Parce que n'oubliez pas que le clan Bongo, ils sont des Batéké, une minorité gabonaise, surtout de Franceville, et que Oligui, c'est vrai, a été biberonné par le système Bongo, mais lui est fan du Welentem, notamment de Oyem. Donc, il y a un certain rééquilibrage au niveau ethnique. Et ça, je ne suis pas un partisan de l'ethnocentrisme, mais ce sont des réalités sociologiques avec lesquelles va falloir faire avec dans nos pays. Mais il faut savoir que Raymond Dongsima, qui est le Premier ministre, en réalité, c'est lui qui a été le premier à fragiliser l'alliance qui a remporté les élections. Il faisait partie de cette opposition qui a remporté les élections, mais c'est lui qui a été le premier à fragiliser, désolidariser, en prenant comme prétexte le flou. Les Bongo auraient déjà falsifié les résultats pour les rendre conformes aux résultats qu'ils voulaient. Mais je pense que c'était une démarche politicienne et aujourd'hui, on voit bien que lui, nommé Premier ministre, on voit bien qu'il était de connivence avec les bouddhistes. D'accord, donc la suite nous dira, simplement, on va regarder, on va apprécier. Mais monsieur, je voudrais qu'on ait une pensée pour le Maroc. Le Maroc est frappé par un séisme depuis hier, le bilan est de plus en plus lourd. Docteur Bangali, c'est vrai que ce n'est pas la première fois dans ce pays. Oui, ce n'est pas la première fois, le 29 février. Mais cette fois, c'est grave. Il y a eu, non. En 1960, c'était encore plus grave parce que le séisme a détruit complètement la ville d'Agadir. Et à l'époque, ça avait fait entre 12 000 et 15 000 morts. Et je pense que là, on n'est pas encore à 3 000 morts, mais c'est déjà grave qu'il y ait un séisme qui cause autant de morts. Je pense que il y a deux explications possibles. C'est que tous les pays du nord de l'Afrique sont assis sur le lieu de rencontre entre la plaque africaine et la plaque européenne. Et c'est ce qui a fait naître, notamment au Maroc, la chaîne de l'Atlas, qui est l'un des sommets les plus élevés d'Afrique. Et donc, mais seulement ce qui est étonnant dans cette situation, c'est que historiquement, les plus importants séismes se produisent dans le nord du Maroc. Parce que le lieu de rencontre des plaques se trouve dans le nord du Maroc. Or, dans ce cas-ci, le séisme se produit dans la région de Marrakech, qui est un peu plus au sud. Oui. Donc, l'explication que les séismologues ont apportée, c'est qu'en dessous, autour, en tout cas, du lieu de rencontre de ces plaques-là, il y a ce qu'on appelle des failles sous le sol. Et en fonction, je dirais, de l'importance de ces failles-là, on compte des dégâts de plus en plus importants. Par exemple, dans le cas de la Turquie, pour le dernier séisme qu'il y a eu, la faille qui a été mesurée était longue de 300 km. Dans le cas du Maroc, on parle d'une faille de 30 km. Donc, c'est 10 fois moins important. Et donc, on est un peu étonné du niveau des victimes que ça a créé. L'explication tout de suite que, moi, je donne mon avis en tant qu'observateur, disons non averti. Je me dis que comme c'est intervenu dans la nuit, la plupart des victimes étaient déjà couchées, en sorte que le croulement des bâtiments, ça a été un facteur aggravant. Ils n'ont pas eu le temps de sortir et se mettre à l'abri. D'accord. Ambroise Sétier. Plus de 2000 morts pour un séisme qui a duré 25 secondes, paraît-il, 25 secondes. Mais je crois que la magnitude était très grande. 7 sur l'échelle de Richelieu. Richelieu qui est en cote 9. C'était une grande magnitude. Donc, c'est ça qui explique le niveau élevé de morts. Mais comme il a dit aussi, c'est parce que c'était la nuit que ça a une concentration de population qui peut expliquer qu'il y a eu autant de morts. On peut leur adresser nos vives compassions et vraiment condoléances à tous ceux qui ont perdu des membres de leur famille et prompt rétablissement aux blessés, aux nombreux blessés qui sont aussi au nombre de plus de 2000, 2000 morts, plus de 2000 blessés. De toute façon, il semble que c'est un bilan provisoire, vraiment très provisoire, qui peut évidemment être plus lourd. Félix ?
Oui, le Maroc est un partenaire important dans notre zone. Le Maroc a beaucoup investi en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire notamment. C'est l'un des premiers partenaires en affaires avec la Côte d'Ivoire. Beaucoup de structures de la place, même le vendredi, lorsqu'on se rendait dans certaines banques, on nous a dit que le samedi notamment que les banques ne fonctionnaient pas parce que les serveurs étaient logés au Maroc et tout était bloqué, tout. Ça prouve que c'est un séisme qui touche les Marocains, mais qui touche également des pays comme les nôtres qui sommes en partenariat avec le Maroc. Donc vraiment, tout le monde a compassion avec le Maroc. On voit la mobilisation de partout, le monde entier. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas vu, il n'y a pas eu de signes. Il n'y a pas eu de signaux pour permettre aux populations éventuellement de se mettre à l'abri. Le séisme a eu lieu autour de 22h, 23h. Une heure, comme l'ont dit les autres, de pleine affluence, les gens dormaient. C'était des prédispositions pour que le bilan soit aussi lourd. C'est vraiment déplorable et tous, nous avons chapeau bas pour témoigner notre compassion aux Marocains. Moi, je vois très rapidement deux aspects. Je pense que le Maroc investit beaucoup en Côte d'Ivoire, comme l'a dit Félix. On peut s'inquiéter que le Maroc, désormais orienté vers la reconstruction de sa ville historique, sa ville touristique, puisse peut-être rétrécir les investissements dans nos pays. Mais moi, c'est surtout au plan politique. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc, tout le monde a manifesté sa solidarité vis-à-vis du Maroc. Même les partis, en tout cas dans la géostratégie mondiale, même les partis même qui ne s'entendent pas aujourd'hui, tout le monde a fait converger sa solidarité vers le Maroc. Et si vous voyez même son irréductible concurrent qui est l'Algérie, aujourd'hui a ouvert son ciel qui était déjà fermé depuis plusieurs mois. Et propose même son aide. Son aide aux Marocains. Ça veut dire que au-delà des compétitions géopolitiques dans la région, il y a aussi un brin d'humanisme qui reste encore dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut perpétuer. Et je pense qu'aujourd'hui, le Maroc est résilient. Le roi a convoqué un conseil extraordinaire hier avec la Cour royale, avec, je vais dire, une sorte de gouvernement dans le gouvernement au niveau du Maroc. Il a donné quelques instructions. Il a produit un communiqué qui est aussi solennel que le fait qu'il soit fortement touché par cette affaire. Mais je pense que le Maroc est résilient. Le Maroc pourra se relever de cette épreuve parce que le Maroc est à sa 4e épreuve au niveau des séismes en 1960, en 1976, en 2016 et aujourd'hui en 2023. Et le Maroc, on ne va pas dire qu'il en a l'habitude, mais le Maroc, à la force, va tirer au tréfonds de lui-même pour faire face à cette épreuve. Alors, docteur, est-ce que les pays autour, les pays voisins, ont des raisons de s'inquiéter? Oui, parce que, disons que, comme je l'ai expliqué, la zone de rencontre de deux plaques, c'est pratiquement toute la longitude des pays de l'Afrique du Nord. De sorte que ce phénomène-là n'est pas seulement que propre au Maroc. Il est vrai que, disons, du fait qu'au Maroc, il y ait la chaîne de l'Atlas, ça signale qu'il y a une activité particulièrement concentrique au niveau de ce territoire-là. Mais en même temps, les autres régions, mais généralement, quand il y a ces gens de secousses-là, c'est suffisamment localisé pour ne pas que, en tout cas pour ce qui concerne ce qu'on appelle les répliques, il n'y ait de répercussions sur les pays étrangers. Parce que déjà, s'il s'agissait du frottement des deux plaques, et c'est là toute la curiosité de ce qui s'est produit. Il ne s'agit pas du frottement des deux plaques. Si c'était le frottement des deux plaques, il pourrait y avoir des répliques sur toute la ligne, donc jusqu'à l'Égypte. Mais là, il ne s'agit pas du frottement des deux plaques, mais il s'agit de failles qui sont dans la périphérie de la zone de rencontre des deux plaques. Donc pour cette raison-là, purement technique, il y a de fortes chances de croire que cela ne va pas s'étendre en termes de répliques aux autres pays de la périphérie proche. Oui, et ce qu'il faut noter également, c'est cette solidarité. Quand même qu'on a vu une solidarité agissante. La solidarité mondiale, la France et particulièrement la solidarité de l'Algérie qu'a souligné tantôt Bakayoko. L'Algérie qui est le farouche ennemi, pour ne pas dire adversaire du Maroc, qui ouvre son territoire, qui se prête à venir aider les Marocains. Je crois que dans le malheur, ce sont deux pays qui sont en train de se rapprocher. Alors si l'Algérie, qui est le grand ennemi, agit de la sorte, je pense que c'est l'ensemble du monde entier. J'ai vu nos différents chefs d'État, le président ivoirien qui a traduit sa compassion au Maroc et tous les chefs d'État africains qui ont traduit leur solidarité au Maroc. Je crois que la solidarité est agissante vis-à-vis de ce pays qui fait partie quand même des pays phares de l'Afrique de façon générale.
Oui. D'accord. Alors, merci messieurs. On a passé ces 52 minutes très rapidement. Docteur Bangali, Tietia Ambroise, Félix Boni et Lanciné Bakayoko. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. À la réalisation, Fofana Mamadou, Davis Oyo pour les reportages. Merci à tous. Merci à toutes les équipes autour. Tout de suite, le journal des 20h avec Marie-Laure Goran. À dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.